Merci, merci. Voilà, donc après l'excellente première conférence, on a la chance là d'avoir un jeune talentueux prothésiste dentaire. Euh, je lui ai rappelé il y a quelques minutes, je l'ai connu, il était apprenti, et maintenant c'est un des meilleurs. Alors, pour ceux qui sont là, écoutez cette conférence, elle est superbe. Vas-y Thibaut. Allez. Mais déjà, bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter, hein. Donc, je m'appelle Thibaut Desormeaux, je suis prothésiste dentaire, j'ai à peu près 10 ans d'expérience. J'ai travaillé pendant 9 ans dans un laboratoire sur Montpellier. Je suis spécialisé donc en prothèse adjointe, on va dire plus particulièrement en prothèse complète, qu'elle soit mucoportée ou implantoportée. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter le thème que je présente un petit peu de plus en plus, c'est les prothèses sur implant. Donc vraiment implantoportée. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de vous parler un petit peu du numérique, de l'analogique et de mon quotidien, des protocoles que j'applique, que ce soit de façon traditionnelle ou en numérique. Donc on va voir un petit peu des protocoles, le traitement des empreintes, la validation des empreintes, donc tout ce qui va être très important, les plans de référence, les transferts sur simulateur, les projets esthétiques, l'analyse du projet, le design, la polychromie, qui est mon petit dada, l'iBar, donc tout ça, ça va nous servir de sommaire, donc comme je vous l'ai dit, en technique analogique et numérique. Donc, j'ai pas voulu énumérer tout le traitement implantaire dans les mises en charge immédiates, etc. Je pars du principe où les implants sont déjà ostéo-intégrés et qu'on commence le traitement de la prothèse d'usage. Mais quand même, il paraît important de rappeler que toute pose d'implant débute seulement après la validation d'un montage esthétique ou enfin esthétique et fonctionnel, forcément. Les implants doivent être positionnés en fonction de la prothèse et pas l'inverse. Donc à partir de ce moment-là, ça paraît logique de dire que la maîtrise de la prothèse complète, tant dans le côté esthétique que le côté fonctionnel, forcément doit être maîtrisée avant de débuter ce type de travaux. Donc, au départ du travail, on va devoir traiter des empreintes. Donc, de façon analogique, quand on commence, on va recevoir ce type d'empreinte. Donc, on va dire le plus commun, ça va être les empreintes faites avec des matériaux type silicone. Donc, on va devoir repositionner les analogues dans notre appareil, dans notre empreinte, pardon, couler une fausse gencive et on va couler du plâtre forcément à l'intérieur. On va avoir différentes possibilités d'enregistrement des empreintes. Donc là, on a vu une technique en silicone. Là, on va avoir un double mélange. Donc ça va être du plâtre et du silicone. Donc le silicone est beaucoup plus précis pour les états de surface de la gencive, pour l'enregistrement. Mais le plâtre va être beaucoup plus précis sur l'enregistrement de la position des implants. Quand c'est du silicone, généralement, les praticiens enregistrent avec, ils relient les implants entre eux avec de la résine ou des différents composites ou autres, qui pour moi, ça fonctionne de mieux en mieux, mais on est moins précis qu'avec du plâtre. Cette technique-là, moi, je l'aime beaucoup, parce qu'on a des modèles qui sont très reproductibles, fidèles. Généralement, quand on vient essayer de les valider, on n'a pas trop de surprises. Et ensuite, on a forcément les empreintes tout au plâtre, qui sont très bien aussi, peut-être un petit peu moins précises au niveau de l'enregistrement des tissus, mais ça fonctionne très bien. Donc là, on a la technique en plâtre. Donc à partir du moment où on a cette empreinte qui est coulée, il va falloir la valider. C'est obligatoire et pour moi, on ne peut pas s'en passer. Les praticiens qui me demandent de travailler sans clé de validation, je n'assure pas mon travail. Donc une clé de validation, on va utiliser soit des piliers provisoires, soit des transferts d'empreintes pour venir faire une clé en plâtre. Donc je ne travaillais pas avec du Snow White pour faire ce genre de clé, j'utilise du plâtre extra dur qui me permet de retravailler mes clés, d'avoir quelque chose de plus propre, de polir mes clés et qui va tout de même casser si jamais ça casse. Mais au moins ça ne cassera pas à la manipulation. Une erreur du praticien qui va la visser en bouche de travers ou autre, ça cassera au mauvais vissage, et c'est l'objectif.
Donc si jamais on visse, et comme ici, on a des fractures, on ne se pose pas de questions, on demande au praticien de reprendre une empreinte. On n'essaye pas de bricoler la clé, c'est mon point de vue, après, je pense que c'est faisable de le faire, mais je préfère qu'il reprenne une empreinte et qu'on retravaille comme ça. Donc on reprend notre empreinte, on la valide, et à partir du moment où c'est validé, on peut commencer à travailler. Donc là, c'était la partie analogique. Mais on va parler aussi, de plus en plus, maintenant, nous avons des empreintes numériques. Donc il va falloir essayer de les traiter différemment. Donc, j'ai essayé de vous montrer un petit peu de vidéos de capture d'écran pour argumenter un petit peu. Quand on reçoit une empreinte numérique, on va avoir l'empreinte de la gencive, la position des scan body, et nous, on va devoir repositionner numériquement la position des scan body pour localiser donc, les implants. À partir de là, on va avoir différentes possibilités. Parce qu'une empreinte numérique issue d'une caméra optique, bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est compliqué à le valider. On ne sait pas vraiment comment faire. Donc il y a d'autres outils qui aujourd'hui qui s'offrent à nous pour essayer d'être un petit peu plus précis. Dernièrement, on a la photogrammétrie qui semble un petit peu plus précis, en tout cas, sur l'enregistrement. Donc c'est un autre système qui va permettre uniquement de nous servir pour la position des implants. Donc ça ressemble à des scan body classiques en forme 2D, comme ceci. Et on va utiliser un espèce de scanner qui va localiser donc les implants. Et à partir de là, on aura des enregistrements un peu plus précis que lors d'une caméra intraorale. Donc le traitement du modèle numérique, il va être très important pour le travail, mais pour moi, un modèle imprimé ne sera pas une référence. On ne pourra pas valider un modèle imprimé, parce que je pense qu'on a trop d'imprécisions dues aux différents paramètres de réglage de nos imprimantes, des résines, du post-traitement. Il y a beaucoup trop de choses qui rentrent en compte, qui font que je ne peux pas me fier à ça. Mais ça nous permet d'avoir un modèle en numérique, de faire beaucoup plus d'étapes que si on était en analogique. On peut faire exactement la même chose, utiliser donc faire une fausse gencive, etc. Sur la même étape, on va pouvoir faire donc une clé de validation. Donc soit on peut l'usiner en plâtre directement. Donc on peut voir à gauche, j'avais fait un essai de le faire en direct implant en plâtre. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, parce que forcément, quand on visse, il peut y avoir une risque de fracture au moment du vissage. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer en intégrant des T-bases. Sauf que selon la marque d'implant, les T-bases parfois sont très courts, donc ça fausse aussi un petit peu. Il y a un collage, donc est-ce que c'est bon ou pas? On pourrait aussi se permettre d'usiner cette clé en titane, si jamais on a la possibilité de le faire en interne au laboratoire. On demande aux praticiens de faire une radio et de valider notre empreinte. C'est une possibilité. Malheureusement, pour moi, une empreinte numérique, c'est compliqué de la valider autrement. L'avantage du numérique, c'est que sur la même étape, on va pouvoir faire, si jamais on a une occlusion, directement un essayage esthétique, valider la dimension verticale, et ça ne va pas nous compter grand-chose, parce qu'une impression 3D, en soi, ça va coûter 3-4 euros. Moi, je suis prothésiste, j'essaye de regarder aussi ma matière première, combien ça me coûte, etc. Et dans toute cette étape-là, on a rentabilisé des séances également pour le praticien. Donc je trouve ça quand même assez intéressant de pouvoir proposer tout ça sur une seule séance. Donc pour essayer de valider une empreinte numérique, c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi et je me suis dit pourquoi pas essayer de mixer l'analogique et le numérique. Donc pour ça, j'ai utilisé, là comme on peut voir en haut, j'ai fait en fait une maquette issue de la position des implants en numérique. Je suis venu visser les analogues à l'intérieur de cette maquette, donc elle est parfaitement adaptée à la gencive. Sur le modèle, donc en résine, j'ai évidé pour que les analogues n'aient aucune friction. Je repositionne comme ceci l'ensemble pour que tout soit positionné par rapport à ce que j'ai en numérique, et à l'intérieur, je viens couler du plâtre. Comme ça, mes analogues sont solidarisés entre eux avec du plâtre. Et à partir de là, je traite exactement de la même façon que sur une empreinte physique.
Donc je peux me permettre de faire ma clé de validation en traditionnel et venir valider mon empreinte à partir des données numériques. Donc je ne dis pas que c'est la solution ultime, mais jusqu'à présent, j'essaye de trouver des solutions et ça me permet de valider ou d'invalider certaines empreintes. Jusqu'à présent, toutes les fois où j'ai fait ça, ça m'est arrivé d'avoir des clés qui cassent et des clés qui sont validées. Contrairement, quand je faisais des clés de validation sur une monnaie numérique, il y a une séance où j'essayais ma clé, c'était bon, et la séance d'après, j'avais rien touché, j'ai réessayé ma clé dessus et ma clé a cassé. Donc c'est qu'on avait quelque chose qui bougeait. Là, en revanche, ça ne bouge pas. Donc sur le traitement analogique, ça va être très important de connaître tous les repères anatomiques pour tout ce qui est côté esthétique, mais également pour le transfert des modèles sur simulateur. Donc on a nos plans de référence qui sont donc forcément basés sur des plans osseux. Donc le plan de sagittal médian, le plan bipupillaire, le plan de Camper et le plan d'occlusion. Donc tout ça, forcément, nous, on n'a pas forcément l'os quand on travaille, on va travailler sur photo ou sur les données que le praticien va nous donner. Donc sur les réhabilitations complètes, généralement, on a un effondrement de l'étage inférieur. On voit que les 3/4 du visage sont censés être égaux, mais l'étage inférieur est réduit. Donc l'objectif, ça va être de recréer une dimension verticale correcte, donc en utilisant soit une maquette, soit forcément déjà un montage, ou le patient a peut-être déjà un appareil. Généralement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le patient a déjà une mise en charge qui a été posée, donc forcément, le travail normalement est déjà mâché. Mais si jamais on part de rien du tout, qu'on part de zéro, il va falloir régler tout ça. Donc le réglage des maquettes va être très important, que ce soit autant pour le réglage de la DV que pour l'esthétique. Donc on va voir ça de suite. Donc en réglant déjà la dimension verticale, on vient rééquilibrer les 3/4 du visage. Ensuite, pour le côté esthétique, on va venir gérer le soutien de la lèvre. Donc là, on voit la personne édentée et une fois les maquettes réglées. Ensuite, une fois en bouche, le praticien va venir régler ses maquettes. Donc d'abord, il va régler de façon esthétique par rapport au plan bipupillaire pour qu'on ait quelque chose de cohérent. Forcément, pour transférer le modèle maxillaire, il va falloir régler la maquette par rapport au plan de transfert. Donc là, en l'occurrence, c'était le plan de Camper. Sur les prothèses transvissées, je privilégie de fixer au moins 2 piliers pour que ce soit beaucoup plus facile pour le praticien. Parce qu'une prothèse en fer à cheval, par exemple, si ce n'est pas vissé, ça reste très compliqué pour le praticien, vu que ça ne tient pas, ce n'est pas comme une prothèse complète où on a une succion. Donc le fait que ce soit stable, ça va être beaucoup plus simplifié pour le praticien de venir régler tout ça. Donc pareil, il nous règle le soutien de lèvres, il peut me faire des photos de profil, moi ça va me donner des informations quand je vais commencer à faire mon montage. Donc une fois que la maquette est réglée, on va pouvoir utiliser un arc facial pour transférer le modèle maxillaire sur articulateur. Donc là c'est le système de Hamann-Garbach qui permet donc de transférer sur fourchette sur articulateur. Une fois que le modèle maxillaire est monté, on utilise de façon traditionnelle l'antagoniste pour le monter en articulateur. Donc forcément, si on a déjà une mise en charge, on va pouvoir utiliser ces données. Ce serait dommage de repartir à zéro si tout a déjà été validé. Donc on peut utiliser la mise en charge pour monter directement les modèles sur articulateur. Parce que normalement, tout ça a déjà été fait en amont. Si on traite de façon numérique, on va pouvoir utiliser, donc, avec un scan de la mise en charge, par exemple, le reproduire pour pouvoir avoir quelque chose de physique au laboratoire. Donc on fait un duplicata en résine imprimée, et ça permet de faire tous les essayages, etc., pour le praticien, pour que ce soit beaucoup plus facile pour le praticien et pour nous au laboratoire. Et on peut recommencer le même protocole. Là, par exemple, c'était un travail où ça n'avait pas été mis sur simulateur au départ, donc on avait fait un duplicata, on a refait un arc facial, et à partir de là, on commence sur la prothèse d'usage. Donc si on n'a pas d'arc facial, il va y avoir d'autres outils qui vont s'offrir à nous,
comme la table HIP. Donc la table HIP, c'est une table qui se base sur le plan de Copperman pour monter le modèle maxillaire en articulateur. Donc le plan de Copperman, c'est la papille rétro-incisive et les poches annulaires en postérieur, ce qui est parallèle au plan de Camper. Donc ça va être un plan osseux qui va nous permettre de repositionner le modèle maxillaire sur articulateur. Donc cette table, c'est une table de transfert, mais c'est également une table de montage, parce qu'en fait, elle est orientable. Donc on voit sur la photo à gauche que l'on peut orienter en postérieur, et on peut la relever ou la baisser. Donc on va pouvoir adapter, monter d'abord en simulateur, et ensuite l'utiliser comme table de montage pour réaliser notre montage du maxillaire. Ensuite, on va pouvoir utiliser cet outil, le Ditramax, pour avoir sur notre modèle tracé les plans de référence du patient. Donc ça marche un petit peu comme un arc facial, avec une fourchette. On voit sur la gauche, on vient enregistrer la position du plan bipupillaire. Pardon. On peut également faire la même chose pour le plan de Camper, et en fait, on vient repositionner sur le dispositif et venir tracer sur le modèle. Donc ça paraît bête, mais ça veut dire que pendant tout le plan de traitement, nous, on n'a pas notre patient sur l'articulateur. Mais le fait d'avoir ces traits, on fait un montage similaire à ce qu'on a. Donc on va faire des montages beaucoup plus droits et ça nous donne des repères qui ne s'assemblent rien comme ça, mais le fait de l'avoir, ça permet d'avoir des vérifications et d'être beaucoup plus fiable quand on travaille. Donc on va pouvoir aussi mixer ces outils-là. Donc là, ça a été sur arc facial. Ensuite, j'utilise la table HIP comme table de montage que je viens orienter par rapport à la maquette qui a été réglée. Bon, là, on est sur une prothèse mucoportée, mais ça me permet de monter mon maxillaire à partir des données qui m'ont été enregistrées. Et là, on va voir en technique traditionnelle qu'en une seule étape, on va pouvoir réunir le tout. Donc on a un scan facial. Donc déjà, esthétiquement, on a toutes les données qu'il nous faut. Avec le Mojo, on a tout le repère. On a le milieu, on a le plan bipupillaire, on a la sphère de Monson, on a tout ce qu'il faut. Donc à partir de là, on a toutes les données. On a même les anciennes prothèses. On voit ce qu'il faut modifier. Donc moi, à partir de là, j'ai juste à venir faire mon design, respecter les données qui m'ont été enregistrées. J'ai toute la dynamique du patient avec ses anciennes prothèses. Donc ça me permet déjà d'avoir énormément de données et à partir de là, moi, je suis quasiment sûr de ce que je fais. Bien sûr, il y a des choses qui ne marchent pas à tous les coups, mais c'est un énorme progrès pour le coup. On raccourcit les séances de x3 pour un montage, il y a rarement de réessayage quand on a toutes ces données, mais ça reste quand même assez rare. Donc avant de commencer le traitement de la barre, forcément, on a parlé de tout l'enregistrement, du transfert sur articulateur, mais maintenant il va falloir passer au montage. Donc on peut utiliser ce genre de système. Donc on va valider ce montage-là, essayer en bouche. Une fois validé, pardon, je me suis trompé. On a vu la technique en analogique. En numérique, le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir faire notre montage numériquement et venir envoyer ce fichier-là aux praticiens. Moi, c'est ce que je fais régulièrement. Je leur envoie avec la photo, ils valident ou pas. S'il y a des modifications, on peut le faire à distance sans avoir à imprimer, sans avoir à essayer en amont. Du coup, c'est quand même très intéressant et ça permet, en matchant la photo, de visualiser déjà ce qu'on fait. Ce projet, on va pouvoir soit l'usiner, soit l'imprimer. Pourquoi pas, provisoirement, en attendant d'avoir réalisé la barre, mettre des T-bases et venir poser ça provisoirement. Ça permet de valider tout ça avec une photo, par exemple. On peut toujours faire des modifications à ce moment-là. Donc c'est un outil qui reste très intéressant. Donc là, on va voir les prothèses provisoires en bouche. Donc là, le montage est validé, mais on va avoir encore des questions à se poser.
parce que les implants sont posés de telle façon, mais par exemple, si on a un travail comme ça, avec les puits de vis qui sortent au niveau des premières prémolaires, est-ce que je peux faire une prothèse transvissée là-dessus? Est-ce que je ne vais pas avoir trop d'extension? Donc il va falloir se poser des questions. Est-ce que je pars sur une prothèse transvissée? Il va falloir vérifier si la position des implants est bonne, donc comme on vient de dire. La dimension verticale, est-ce que j'ai suffisamment de hauteur? Est-ce que je suis limité? Est-ce que j'ai trop de hauteur? Les sorties de vis, là, j'ai pas de cas, mais si par exemple on a une sortie de vis qui sort complètement vestibulaire sur une latérale, on va pouvoir commencer à réfléchir. Peut-être que la prothèse transvissée n'est pas la bonne solution. Par exemple, une prothèse comme ceci qui s'arrête, où on voit sur le secteur 1, j'ai mis une molaire directement après la canine. On peut avoir des trous noirs au niveau du sourire, c'est pas forcément l'idéal. Bon, c'est à réfléchir. Est-ce qu'on ne serait pas plutôt à même de faire ce type de prothèse avec une barre contre barre, où on va avoir une rétention, ça ne va pas être le même système, mais au moins on va pouvoir le traiter plus comme une prothèse complète et venir régler ces soucis-là. On pourra mettre des dents en postérieur, forcément, et combler ces soucis-là. Peut-être aussi proposer une prothèse sur télescope qui va pouvoir proposer les mêmes solutions, pouvoir quand même mettre des dents en postérieur. Le traitement n'est pas le même, mais c'est à ce moment-là, après avoir validé le montage, qu'on peut commencer à proposer ces solutions et à en discuter avec le praticien et le patient, forcément. Il y a un autre souci. Si on a un sourire comme ceci, là la patiente avait un sourire léger. Quand elle souriait, on voyait vraiment toute sa gencive, mais je n'ai pas la photo. Sur une prothèse transvissée, au niveau de la jonction entre la muqueuse et la prothèse, généralement, la lèvre vient se bloquer sur cette jonction, et c'est pas très esthétique, c'est gênant pour le patient. Donc là, moi, je préférerais partir sur une prothèse, soit sur télescope, soit une barre contre barre, pour venir avoir un volet vestibulaire et ne pas être contraint par la prophylaxie qu'impose une prothèse sur implant en transvissé. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il faut vraiment réfléchir et communiquer avec le praticien pour réfléchir à ce qu'on va faire. Une fois que la chose est faite, on va pouvoir commencer à réaliser la barre implantaire. Donc là, je vous ai préparé un petit peu mon protocole directement sur ordinateur. Donc quand on travaille sur empreinte numérique, comme on a vu tout à l'heure, la première partie, déjà on va choisir la marque des implants, choisir la référence exacte des implants, et venir localiser la position de nos implants. Donc ça paraît bête, mais c'est la partie la plus importante. C'est là où on vient enregistrer toute la précision de la position. Donc c'est la chose à privilégier. C'est important d'avoir aussi un scanner qui soit précis et de ne pas bâcler cette étape-là. Donc forcément, on reproduit ça sur tous les scan body. L'étape suivante, ça va être de délimiter donc, le profil d'émergence des implants, s'ils sont légèrement enfouis comme celui-ci. Quand on est en supra, ce n'est pas forcément la peine. Ça va permettre d'utiliser cette partie-là pour venir l'intégrer en titane, parce que le titane est biocompatible, donc pour la gencive, c'est beaucoup mieux que de mettre directement de la résine. Après, je n'ai pas précisé, je ne travaille que les prothèses composites et acryliques, je ne fais pas de zircone. Du coup, je préfère avoir un appui muqueux en titane. Je pense que c'est le meilleur compromis pour ne pas avoir trop de changements au niveau de la gencive, puisque la gencive aime beaucoup le titane qui est biocompatible. L'étape suivante, ça va être de déterminer les sorties de vis. Donc là, on peut voir que, par exemple, sur le secteur 2, on a une sortie de vis qui sort quasiment sur le bord libre. Selon la marque d'implant, on va pouvoir orienter les sorties de vis. Donc idéalement, on vient les positionner entre deux dents. Selon la marque d'implant, on va être limité sur l'angulation. Généralement, c'est 15-30 maximum. Alors forcément, il va falloir passer par un usineur parce que tout le monde ne peut pas faire du rattrapage d'axe. Mais ça va être très important de pouvoir le proposer. Parce que idéalement, on va essayer d'éviter les sorties de vis sur les cuspides primaires, vu que je travaille sur des dents résine.
les cuspides primaires étant les dents qui travaillent le plus, forcément, si on vient faire un trou, un puits de vissage à cet endroit-là, on va les fragiliser, on va avoir des casses à répétition. Je pense que c'est important de le préciser pour les praticiens, parce que personnellement, quand j'ai une cassure à répétition sur une dent, moi, ça m'énerve. Je préfère les éviter. On évite les dents, ça coûte un peu plus cher, mais derrière, on est tranquille. Donc là, on est parti sur un projet où j'avais fait un montage en cire et que j'ai scanné. Donc je viens retravailler mon maillage pour venir faire donc, ma barre en titane. Donc je pars de ce wax-up là et je viens lisser le tout. Si jamais j'ai du volume à rajouter, c'est le moment de le faire. Je peux absolument tout faire à cette étape-là, donc c'est quand même très pratique. Donc là, vu qu'on va avoir un appui muqueux titane, je vais faire un bandeau lingual également en titane. Pourquoi le bandeau lingual en titane? Parce que déjà, on a moins de dépôts de plaques sur le titane que sur de la résine. La sensation au niveau de la langue, c'est quand même beaucoup mieux également pour le patient. Et ça nous simplifie aussi le travail de prothésiste d'avoir le moins de résine possible, forcément. Et je pense que c'est également plus costaud. Donc là, on a géré plus ou moins les volumes. Maintenant, on va gérer l'intrado. Donc selon le praticien, là, il faut discuter avec vos praticiens, mais on peut avoir une demande de compression sur la gencive. On peut demander d'être juxtamuqueux. Donc là, c'est à voir. Donc, moi, j'essaye de faire quelque chose le plus lisse possible. Ensuite, je ne le montre pas là, mais j'adapte en fonction. Soit je viens en compression, soit j'adapte à 0. Une fois la chose faite, je viens délimiter mon bandeau lingual. Donc là, bon, je fais un dessin comme un autre. Hein. On peut faire un peu tout ce qu'on veut, libre à nous. Tout ce qui est en bleu, c'est ce que je vais conserver en métal. Tout le reste, ça va être réduit. Donc en gros, je conserve toute la partie bleue, tout le reste, je vais vraiment le réduire à fond pour venir avoir quelque chose, laisser la place à mon cosmétique. Donc en vestibulaire, j'essaye de venir au ras de la gencive pour avoir l'appui muqueux titane, mais que le titane ne soit pas visible. Et le fait de faire cette réduction, ça va me permettre d'avoir une espèce d'arrêt résine qui va être beaucoup plus facile pour moi à travailler, faire la jonction entre la résine et le titane. Donc là, j'ai la réduction qui est déjà faite, donc forcément c'est pas très joli, parce que ça respecte le volume de mes dents. Donc je viens lisser tout ça, en essayant de ne pas trop déformer le tracé que j'ai fait. Et à partir de là, j'aurai juste à venir placer des rétentions, etc. Donc là, on a le volume plus ou moins fait. Donc très important également, créer des passages brossettes pour que le patient puisse nettoyer sa prothèse. Puisque une prothèse transvissée une fois en bouche, le patient, il faut qu'il l'entretienne régulièrement, parce que je pense qu'on en a tous vu, quand la prothèse est déposée, si c'est pas entretenu correctement, c'est pas jojo. Donc si en plus de ça, on ne gère pas correctement les brossettes, il va y avoir vraiment du dépôt et c'est pas bon, surtout pour les implants. Donc là, il ne reste plus qu'à créer des rétentions. Donc forcément, on vient créer des rétentions à partir du fichier de notre montage. Donc on place les picots au niveau des dents. On peut se permettre de faire tout et n'importe quoi à partir du moment où on fait de la microfusion laser. Et là, par exemple, les petits picots que je fais, je peux le faire si je fais de la microfusion laser. Si je fais de l'usinage, on va être limité par les axes de l'usineuse. Donc forcément, on ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. En microfusion, si on veut faire un nid d'abeille, on peut faire un nid d'abeille. Et la dernière chose, ça va être de gérer donc la hauteur des sorties de vis. Selon où ils sont placés, ça va nous permettre aussi d'avoir de la rétention. Donc c'est intéressant de les mettre haut, mais pas trop haut non plus pour qu'ils ne nous gênent pas, sachant que là, on va mettre des dents résine par-dessus. Donc il faut suffisamment de place pour les positionner, que ça ne fragilise pas trop nos dents. Si les sorties de vis sont trop hauts, les dents vont être fragilisées, donc on va avoir de la casse. Donc essayez de gérer tout ça en fonction de notre montage. Donc là, on a la prothèse qui est terminée, et on a un autre exemple d'une prothèse maxillo-mandibulaire
où on peut voir que les picots donc, sont positionnés à partir de la position des dents. Avec ce type de prothèse, et une sortie de vis qui, comme vous le voyez, était ingérable. C'était impossible de rattraper, donc on ne l'a même pas utilisé. Donc voilà deux types de prothèses usinées. Une prothèse en microfusion laser, où là on voit que les rétentions sont présentes, et une autre prothèse en usiné. Donc une fois que la barre est terminée, on va pouvoir la terminer. Donc là, on a notre montage sur la barre. Moi, à partir de cette étape-là, je demande à mon praticien de venir m'enregistrer les teintes de gencives. Surtout quand on a un sourire avec une ligne de sourire haute, où on peut voir apparaître la gencive, ça va être important de venir enregistrer la teinte, surtout au niveau de la jonction entre la gencive et la prothèse. Donc là, il m'enregistre toutes les teintes qu'il voit. Je préfère avoir plus d'informations que pas assez. Et à partir de là, moi, je me fais mon petit schéma. Et quand je vais terminer ma prothèse, je vais pouvoir reproduire tout ça. Donc sur ce type de travaux, je mets en moufle, donc avec le système IvoBase. Forcément, je viens opacifier ma barre. Surtout quand on a un manque de place, on peut se permettre de ne pas mettre d'opaque si on utilise une résine opaque. Mais bon, il suffit d'avoir une épaisseur un peu trop fine à certains endroits, et à tout moment, on va voir le titane à travers, donc je préfère opacifier. Donc sur le traitement de la barre, il faut sabler toute la barre titane. J'applique un primer métal et ensuite un opaque. Ensuite, il y a d'autres possibilités, comme un certain usineur qui propose des opaques usinés. Enfin, c'est un usinage fait par l'usinaire qui est top. Ça coûte un peu cher, mais au moins il n'y a rien à faire et c'est sûr que ça a du temps gagné. Donc là, on a les tiges d'injection sur la mise en moufle. Je place donc un silicone pour venir enregistrer la sculpture que j'ai fait et la sortie de moufle. Une fois que tout ça est fait, que les volumes ont été travaillés avec comme le traitement classique d'une prothèse en résine, pour venir caractériser, le protocole, c'est de sabler la base prothétique, appliquer un primer. Ensuite, on essaye de reproduire un petit peu les tensions tissulaires, donc avec des zones un petit peu plus blanchâtres pour créer tout ça. On applique différents maquillants pour venir caractériser. Et on recourt avec les teintes de gencives qui nous ont été enregistrées. Une fois que ça a été polymérisé, enfin pour polymériser plutôt, il faut utiliser un gel de glycérine qui va permettre d'enlever la couche d'inhibition et d'avoir un composite qui est correctement photopolymérisé. À partir de là, on lustre et la prothèse est terminée. Donc on peut obtenir des prothèses comme ceci. Donc là, j'avais maquillé les dents au maxillaire et pas à la mandibule pour montrer la différence. Donc là, on a vu la technique qui, pour moi, aujourd'hui est une technique analogique, sachant que je croise quand même beaucoup de numérique, mais maintenant, de plus en plus, je travaille tout en numérique. Donc le protocole va être, tout à l'heure c'était sous Exocad, maintenant ça va être sur le logiciel Blender, le système iBar, pour faire ce type de prothèse-là. Donc on va partir, comme on a vu tout à l'heure, du projet esthétique qui a été validé par le praticien. Ce fichier-là, qui a été fait sur Exocad, ou sur 3Shape, ou n'importe, je vais l'utiliser et je vais faire une réduction de ce fichier-là pour venir faire ma barre. Donc le protocole est complètement différent, mais on va du coup pouvoir utiliser l'intégralité en numérique. Donc ce fichier-là qui a été donc imprimé, on peut bien sûr se permettre de le mettre, d'utiliser l'arc facial, de remettre en articulus. S'il y a quelque chose à peaufiner, c'est le moment de le faire. À partir du moment où c'est validé, l'objectif, ça va être de réaliser quelque chose comme ceci. Donc le process, on part de ce bridge, du STL de ce bridge, et on va venir tout d'abord sécuriser les sorties de vis, puisque en fait, le logiciel utilise juste la triangulation du STL, et en fait, on va venir protéger les sorties de vis. Donc on va créer des tubes qui vont nous permettre
tout ça de protéger. Je parle de protéger parce qu'à partir du moment où on aura délimité tout ça, si je veux faire une déformation sur le bridge, tout pourra bouger, sauf les puits de vis. Donc là, on voit par transparence que je me mets bien autour. Là, je viens me mettre au niveau du haut de la vis. Je sais qu'à partir de là, parce que la hauteur de la vis va être très importante, il ne faut pas être trop bas. Si on est trop bas, la vis va visser dans le vide, donc c'est pour ça qu'il faut la délimiter. Une fois la chose faite, je viens sécuriser l'assise de mes implants. Donc forcément, je reproduis ça sur tous les piliers, et ça me crée un cône comme ceci, que je sécurise. Et une fois que c'est grisé, à partir de là, je ne peux plus bouger tout ça. Une fois la chose faite, comme tout à l'heure, je viens délimiter ma barre implantaire. Donc là, tout ça, ça va être ma limite. Là, libre à vous de faire les formes de barres que vous voulez. Une fois que c'est fait, on vient, vu du dessus, choisir la position de notre barre. Donc on vient extruder comme ceci. Et la barre vient se créer. Déjà, on commence à avoir plus ou moins le résultat de ce qu'on va avoir plus tard. Donc on peut bien sûr l'orienter comme on veut, on vérifie selon la hauteur qu'on a, selon si on voit les cônes qui dépassent ou pas, on vient choisir tout ça, on s'adapte forcément. Une fois que la chose est faite, on va pouvoir peaufiner un petit peu le profil de notre barre. Donc soit là tout à l'heure on était sur une angulation à 0 degré. Si on veut avoir une insertion beaucoup plus simple, on va pouvoir anguler cette barre pour que ce soit beaucoup plus facile à gérer. Donc là on a vu qu'on a angulé. Ensuite, si on veut peaufiner encore un peu, on peut, si ça veut bien, on peut venir arrondir en fait le haut de cette barre pour qu'on n'ait pas trop d'angles et que ça soit beaucoup plus facile à gérer pour l'usineuse également. Parce que forcément là on fait la barre, mais on va avoir la partie de l'hybride, donc soit qui va être géré en zircone, soit en PMMA, à usiner. Si on a trop d'angles, ça peut être compliqué pour l'usineuse, donc autant anguler. Une fois que la chose est faite, on vient enregistrer tout ça. Et là, on commence à avoir la barre qui se dessine petit à petit. Donc forcément, si on a les embrasures, on essaye d'affiner dans ces zones-là pour qu'on voit de profil avoir suffisamment d'épaisseur sur la partie supérieure. Donc on vient libérer de la place. Une fois que c'est fait, on lisse un petit peu le tout. Hop. Il y a une étape que je n'ai pas montrée, mais, parce que j'ai oublié. Mais on vient gérer en fait une épaisseur de sécurité entre les deux parties avant de séparer les deux. Le logiciel, automatiquement, va créer, à partir d'un seul fichier, il va en créer deux. Il va créer la barre et l'hybride. Donc là, on voit qu'on a la délimitation. Et non, pardon, excusez-moi. Bon, j'y arrive pas. Je sais pas, ça veut pas. Bon, concrètement, on a donc notre barre là qui a été usinée en interne et donc le bridge qui vient se clipser par-dessus, tout en PMMA. On pourrait bien sûr le faire en zircone et proposer d'autres possibilités. Donc ça donne une prothèse comme ceci. Pour sceller les deux parties entre elles, le traitement est un petit peu pareil que tout à l'heure. Donc on vient sabler toute la barre. On applique un primer titane et on applique également un primer sur la PMMA, sur l'intrado de la PMMA. Et ensuite on vient sceller avec un composite, peu importe la marque. Du coup je ne passe pas d'opaque parce que j'utilise un composite qui est déjà opaque. Donc à partir de là, on va avoir quelque chose comme ceci. Une fois que c'est scellé, on va pouvoir, comme tout à l'heure, faire une polychromie directement. Donc là, la difficulté, c'est qu'on fait une polychromie sur une base qui est déjà blanche. Donc ça change du protocole de quand on travaille sur du rose, mais le résultat reste similaire. C'est juste le protocole qui change un petit peu. Donc là, on a un exemple.
Là, c'était un autre travail, pareil, fait sur iBar. Voilà. Et là, c'était juste pour montrer différents travaux qui ont été réalisés en prothèse implantoportée. Donc, il y en a qui ont été faits en full numérique, il y en a qui ont été faits en analogique. Et tout ça, ça passe de protocoles, du traitement des empreintes, la validation, tout ça, c'est des choses qu'il faut impérativement maîtriser et il faut communiquer là-dessus, il faut insister parce que généralement on a des praticiens qui parfois veulent aller plus vite, veulent essayer d'économiser des séances, etc. Mais je pense que c'est des choses qu'il faut leur rappeler régulièrement, il faut les connaître, il faut communiquer avec eux. Et je pense que l'information, le partage, vous êtes tous ici pour ça de toute façon. Donc ça reste important de continuer à démarcher avec nos praticiens, de parler avec eux, de rappeler tous ces protocoles pour arriver à des résultats comme ceci. Voilà pour moi. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'il arrive avec le micro. Ouais, je pense qu'il arrive. Thibaut, je suis désolé, c'est encore moi qui pose la première question. Non. Merci pour ta super conf. Est-ce que tu es comme certaines personnes qui disent que la méthode ancienne, pour les vieux, et la méthode numérique pour les jeunes, il y a vraiment une différence sur l'adaptation, pas sur l'esthétique, hein. L'esthétique, on le met ça à part, mais sur l'adaptation. Est-ce que la main de l'homme est mieux que la partie numérique? Je pense que sur tout le traitement esthétique, il n'y a pas à dire qu'à la main, je pense que c'est plus joli. Je pense que les protocoles sont complètement différents et qu'on est en train d'apprendre à maîtriser le numérique, qu'on n'y est pas encore. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon point de vue et je pense que c'est les problèmes que je rencontre avec le numérique. Je pense que je ne le maîtrise pas autant que ce que je pouvais le faire en analogique. Mais non, je ne pense pas qu'on soit plus ou moins précis avec une technique ou une autre. C'est juste que la maîtrise n'est pas la même, en tout cas. Il y a des gros avantages avec le numérique qu'on va combler avec avec l'analogique qu'on va combler avec le numérique. Je ne pense pas qu'il y ait j'allais faire une blague, mais qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais. Dans le cas de barres tout en zircone, avec des analogues d'implants et des embases titane, on a eu quand même quelques cases. Je trouve qu'effectivement, l'évolution vers une barre titane plus une suprastructure zircone est l'avenir. Vous les scellez toujours. Est-ce que vous avez testé avec une suprastructure qui viendrait se survisser sur la barre? Est-ce que c'est une évolution à attendre ou pas? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, de la zircone, j'en fais pas du tout. Mais j'ai pas compris le fait de visser par-dessus. Je suis pas sûr d'avoir compris. Oui, quand vous faites vos barres hybrides, oui. Vous avez votre barre titane en dessous et vous venez coller votre montage, oui. soit sur le titane, soit sur sur la barre en dessous. Oui. Est-ce qu'il ne serait pas envisageable d'avoir cette suprastructure uniquement vissée et non pas collée sur la barre? Ah, mais elle est vissée, il reste les puits de vissage. Hein. Elle est collée sur l'armature, mais il reste les puits de vissage. Enfin, je ne suis pas sûr d'avoir compris le... Bonjour, merci pour la qualité de la conférence, c'était super. Moi j'ai une question, c'est à long terme, puisque tu dis que tu mets le titane en contact avec la gencive, quand on a un peu des pertes osseuses ou la barre a été faite un petit peu trop rapidement, comment tu gères le contact titane avec la gencive qui n'est plus là? Bon, jusqu'à présent, ça m'est arrivé très rarement, mais les quelques fois où ça m'est arrivé, je viens soustraire un petit peu de titane et rajouter du compo par-dessus.
je le gère directement en composite. D'accord, merci. Et c'est pareil, il y a une liaison qui se fait très bien également. Et il faut juste, j'essaye de faire une délimitation entre le titane et composite pour pas avoir une superposition plus ou moins lisse, d'avoir en fait créer un arrêt résine. Mais ça marche très bien comme ça aussi. Donc c'est possible de rebaser si besoin. Oui. Bonjour Thibaut, bravo pour ta présentation. Une petite question combien importante. Quel concept occluso-fonctionnel tu préconises pour ces prothèses ostéo-ancrées? Une occlusion bilatéralement équilibrée, si possible. Si on a une arcade unimaxillaire, parfois assez compliquée. On a les contraintes des praticiens, malheureusement, qui ont du mal à accepter d'avoir une occlusion bilatéralement équilibrée sur une prothèse fixée. Donc là-dessus, c'est la communication au quotidien pour leur expliquer que si jamais on ne fait pas ça sur les prothèses résine, on va avoir de la casse. Et bizarrement, quand on fait une occlusion bilatéralement équilibrée, moi personnellement, je n'ai pas de casse. Sinon, j'essaye de faire une fonction de groupe. Ça arrive de temps en temps d'avoir des contraintes, mais beaucoup moins. Et ceux qui insistent pour faire une même occlusion qu'ils l'auraient gérée en céramique, là j'ai de la casse régulièrement. Donc je pense que malheureusement je suis obligé de m'adapter à la demande. Parfois ils sont têtus, donc je fais ce qu'on me demande, mais ils sont prévenus. Mais pour moi, la réponse est d'essayer de faire quelque chose de bilatéralement équilibré pour limiter tout ça et s'adapter forcément à nos matériaux. Et pour aller un petit peu plus loin, si jamais j'ai une arcade antagoniste en céramique et que je viens faire moi mon travail avec de la PMMA, je pense de la même façon. J'essaye de penser au matériau qui va être le plus propice à casser, donc moi, la résine, et on vient quand même essayer de faire quelque chose de bilatéralement équilibré, ou au moins d'avoir une guidance de groupe et d'étaler un maximum les contacts, pour qu'il n'y ait pas une dent qui prenne tout et qui forcément va casser. On est bon? Je vous remercie du coup. Merci d'être venu, d'avoir assisté à cette présentation.